Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité renouvelée à Business 24. En Côte d'Ivoire, la liste électorale définitive est désormais connue. Connue également l'absence de cette liste de plusieurs ténors de l'opposition. Pour des raisons diverses, mais ni Tidiane Thiam, ni Laurent Gbagbo, encore moins Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ne figurent dans cette liste dite définitive. Il n'en fallait pas plus pour courroucer cette opposition politique qui multiplie les déclarations et les actions de rue. Le PPRCI a prouvé avec un Laurent Gbagbo qui appelle ses lieutenants à l'aide pour faire la bagarre. Au PDCI, l'on ne décolère pas. La CEI doit remettre le nom de Tidiane Thiam dans ses cartons. Tandis qu'au RHDP, même si l'oreille reste collée à la porte, on prépare sereinement le deuxième congrès ordinaire qui va se dérouler les 20 et 21 juin. En RDC, Joseph Kabila annonce sa rentrée au pays, sinon il y est déjà, mais dans sa partie contrôlée par la rébellion. Alors, mesdames et messieurs, PPRCI, RHDP, PDCI, RDA et Joseph Kabila, devenu rebelle ou pas, c'est le sommet de cet autre numéro de Week-end politique. Et pour en décortiquer, j'ai 4 invités à ma droite. Jean-Hubert Kofo, journaliste et chef de service politique à l'Intelligence d'Abidjan. Bonjour. Bonjour, M. Badeni. Juste à côté de lui, Aouya Kwaku, journaliste également. Bonjour. Bonjour, chers confrères. À ma gauche, Génorosa Kwadio, notre journaliste maison de Business 24. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Badini. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à ce genre d'échange, surtout dans un contexte où l'actualité politique est dense. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Mais avant peut-être d'entamer les vifs du débat, on va repartir, sinon en arrière, après vous écouter un peu Laurent Gbagbo dans sa déclaration. Je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Et le troisième mandat, tu dis que ton candidat est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié, tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, aujourd'hui là, Amadou Gon est décédé encore. Le quatrième mandat là, Amadou Gon est décédé encore. Alors, de retour sur ce plateau, Laurent Gbagbo, tout fait tout flamme, mais vous l'avez tous entendu. Alors, la bagarre, comme il a dit, est-ce que la bagarre politique a véritablement commencé à moins de 5 mois de cette élection présidentielle? Kofo? Ben, écoutez, moi je dis que le président Laurent Gbagbo, il est dans son rôle. Vous n'allez pas demandé, vous n'allez pas lui demander d'être heureux quand il est écarté de la course à la présidentielle. C'est pas possible. Voilà. Et les raisons pour lesquelles il est écarté, on parle du braquage de la BCEAO, je ne suis pas juriste, je ne veux pas
mis un juge ici, mais je me dis que ce sont des arguments qui lui le choquent. Et c'est normal, ça au moins on peut lui concéder ça. Maintenant, le président Laurent Gbagbo qui décide d'aller au combat, peut-être qu'il a des expressions qu'il utilise, bon, on va se battre, on va faire la bagarre. C'est vrai, ça peut paraître un peu violent, un peu propos de rue, tout ça. Mais c'est dans son langage. Pour dire qu'ils vont organiser des mouvements de protestation pour qu'ils soient remis à ses droits. Parce que dans cette affaire, quand on parle de braquage de la BCEAO, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment, enfin, dans tout ce qui se dit, on ne voit pas beaucoup en profondeur des affaires. Quand, pendant la crise post-électorale, parce que c'est là où ça s'est passé, où Laurent Gbagbo saisit des comptes de la Côte d'Ivoire, la BCEAO, mais c'est pour payer des fonctionnaires. Voilà. Quand on parle de braquage de la BCEAO, un braqueur, il ne braque pas pour faire du bien. Voilà. Mais quelqu'un il avait un besoin de payer des fonctionnaires, et la plupart des fonctionnaires en Côte d'Ivoire, qui étaient, en tout cas ceux qui étaient fonctionnaires à cette époque-là, ont perçu le salaire. Est-ce qu'on doit les qualifier de receleurs? N'empêche qu'il a été condamné pour ça. Alors, Aouya, votre commentaire quant à la sortie de Laurent Gbagbo à Pogoué? Chers confrères, on a cessé d'interpeller l'opinion, on a cessé d'interpeller les hommes politiques que la situation va en s'envenimant. Il ne faut pas être surpris. Regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Chaque élection suscite des conflits. Et donc, une telle sortie doit interpeller plus d'un. On ne doit pas s'arrêter pour dire non, c'est juste un meeting. Non. Parce qu'on n'est même pas encore dans la période de la pré-campagne. Mais vous voyez que la tension monte. Le PDCI annonce des marches. Le président du PPAC qui, tout de suite, dit qu'il ne va pas se laisser faire. Et dans un tel contexte, les populations ont peur. Ainsi, un tel environnement est créé. Vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un qui veut venir actuellement faire des investissements ou quelqu'un qui veut mettre son argent quelque part et puisse le faire. Il y a l'inquiétude. Or, l'inquiétude est source de problèmes, d'obstacles à l'essor économique. Donc, c'est pourquoi les observateurs, depuis toujours, interpellent les dirigeants politiques pour qu'il y ait le dialogue afin que nous allions à une élection apaisée. Ce n'est pas... c'est pas toujours, il ne faut pas que chaque année, tous les 5 ans, nous soyons toujours objet de conflit du fait d'une élection. Et cette sortie doit interpeller, doit amener les leaders politiques à saisir cette opportunité pour dire que ce n'est pas encore tout à fait bouclé, il faut s'asseoir, il faut échanger pour trouver le juste milieu. Alors, et pour que le pays aille. On va faire la guerre, on va faire la bagarre, pardon, on ne se laissera pas faire, on ne mourra pas cette fois-ci. Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort comme parole, surtout venant d'un homme comme Laurent Gbagbo? Mais on le sait tous, le président Laurent Gbagbo aime utiliser souvent un langage fort, un langage souvent symbolique, pour mobiliser ses troupes. Actuellement, nous assistons à une guerre de positionnement. On a quelques mois des élections présidentielles, chacun va avec ses armes. Il galvanise le peuple acquis à sa cause pour ne pas sortir zéro, parce que nous n'êtes sans ignorer que tous ces opposants étaient radiés de la liste électorale. À la guerre, comme à la guerre, chacun avec ses armes. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment pour faire la guerre ou la bagarre. Il hausse le ton pour montrer à Alassane Ouattara qui est au pouvoir qu'il est encore là. Et même dans l'élément, il disait « Je suis Laurent Gbagbo ». Peut-être que les gens ne se souviennent pas de ce nom, mais je leur dis que je suis Laurent Gbagbo. Donc je pense qu'il joue ses cartes. Voilà. Peut-être il y a aussi, en tant que journaliste, il y a aussi ses faits. Vous savez, la RLE, en novembre dernier, la commission électorale indépendante a même enrôlé des moins de 18 ans pour permettre que ceux qui auront 18 ans en mars 2025 puissent voter. Donc, je ne sais pas qui doit maintenant s'enrôler pour une nouvelle RLE. Bon, techniquement, la commission a dit qu'elle n'est plus capable de le faire. Bon, le fait est là, la liste électorale définitive est connue désormais. La question c'est que faire?
La question, c'est que faire? Que faire? Aujourd'hui, le constat est quoi? Chacun a des griefs. Hein? Les élections avec violence, ce n'est pas une fatalité. Il faut que nous arrivions à faire en sorte qu'il y ait au moins pour une fois une élection sans violence. Et là, tel que parti, on ne peut pas s'attendre à ce que l'élection se passe comme sur des roulettes. Ce que nous disons que chacun a ses griefs. Hein. L'opposition pense qu'il y a des problèmes au niveau de la RLE, l'opposition pense qu'il faut une nouvelle RLE, l'opposition pense qu'il faut revoir la composition de la CEI, le parti au pouvoir a dit que la CEI fait un bon travail. Bref, il n'y a pas d'entente. Lorsque tous les acteurs ne s'entendent pas, ces acteurs-là ne peuvent pas aller jouer un match et puis le match va bien se passer. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut créer le cadre pendant qu'il est encore temps pour harmoniser les positions et faire en sorte que tous les acteurs puissent partir à l'élection présidentielle dans un environnement apaisé et que les populations qui, chaque année après les élections, après les crises post-électorales, subissent le plus de préjudice, que ces populations-là puissent vivre en paix. Voilà ce que nous posons. Moi, ce que moi je voulais dire, c'est que mathématiquement, la CEI a encore la possibilité de faire une RLU. En 2020, on a vu, que la RLE, d'abord, la RLE a commencé le 10 juin, c'est fini le 30 juin. La liste définitive a été publiée en juillet. Après, il y a eu même le parrainage qui a été publié le 25 août. Il y a eu des plaintes également, parce que, oui, des Ivoiriens se sont plaints. Hein. Voilà, le 25 août, la liste, comment on dit ça, les parrainages ont été bouclés. Et puis, on allait à l'élection tranquillement. Donc, je pense que si la CEI voulait organiser une RLE, elle a tout le temps de le faire. Maintenant, moi, c'est surtout sur la version de Laurent Gbagbo. Quand il dit qu'on va faire la bagarre, bon, moi, je retiens surtout le volet 4e mandat dont il a parlé. Parce que moi, je me dis que, quelque part, peut-être que c'est le sujet qui fâche en réalité, qui est là. Le fait que le président Alassane Ouattara soit en passe de faire un autre mandat. En passe, mais il n'est pas encore... Non, il n'est pas encore. On entend le RADP, les pré-congrès sont finis il y a quelques jours. On va continuer encore même le week-end prochain. Voilà, donc je pense qu'on va revenir dessus. Mais je me dis que c'est cette possibilité, cette probabilité-là qui fâche. C'est pourquoi quand le président Laurent Gbagbo dit que non, on va tout faire pour empêcher le 4e mandat. En fait, c'est déjà que ça part. Sinon, à partir de là, je me dis que c'est gérable. C'est gérable. Hein. Quand c'est la CEI, normalement, peut organiser une RLE, il n'y a pas de souci. Moi, je dis que les gens, aujourd'hui, peut-être que est-ce qu'ils sont créer des situations pour... mais c'est pas bon. On va tout faire pour l'empêcher. C'est... Comment vous pensez que c'est... Jusqu'où est-il capable d'aller pour l'empêcher? D'abord, moi, je pense qu'avec tout ce qui se passe au niveau de la CEI, entre la CEI et les partis de l'opposition, on assiste juste à une crise de confiance. Les partis politiques n'ont pas confiance en la CEI parce qu'ils se disent que le 4e mandat, comme le dit Kofo, n'est pas légal. Et pour éviter tout ça, ils préfèrent, comme je dis, hausser le ton. Ils préfèrent hausser le ton parce que quoi qu'on dise, je pense que nos politiques doivent penser à l'intérêt des populations, à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que si chacun est cantonné sur sa position, on va droit dans le mur. Le président Laurent Gbagbo, il a été chef d'État. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, il avait pris une mesure exceptionnelle pour que le président Alassane Ouattara soit candidat. Il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, on le radie de la liste électorale et qu'on veut l'empêcher d'être candidat. Donc c'est normal qu'il réagisse de cette manière. Après, c'est pas un peu des raccourcis, parce que même avant que cette radiation, il y a eu quand même des faits de justice. Donc je pense que c'est... Oui, je pense que oui, justement, on a eu des faits de justice. On est dans un pays où, comme je disais tout à l'heure, on doit penser à l'intérêt de la population. L'affichage de la liste électorale est définitive, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. On peut trouver une lucarne pour régler le problème de manière politique. Non, mais attention, on va passer à notre deuxième élément. Je vais finir par là. Quand on écoute, elle a dit tout à l'heure que l'opposition hausse le ton. Mais là aussi, il faut savoir hausser le ton. Quand l'opposition vous dit qu'aujourd'hui, à 5 mois d'élection,
on doit procéder à un audit de la liste électorale. C'est impensable. C'est pas possible. À moins qu'on reporte l'élection. Il y en a même qui en parlent, ils disent que l'élection, on peut reporter l'élection. Mais moi je vous dis, si aujourd'hui le 31 octobre, il n'y a pas élection, le 25 octobre, il n'y a pas élection, c'est les mêmes opposants qui vont dire que, bon, écoutez, on est maintenant dans un temps exceptionnel, l'élection n'a pas eu lieu, on est dans une situation exceptionnelle, donc allons à un gouvernement d'union nationale. C'est eux qui ont créé les crises. Voilà. Moi, je pense que il faut déjà qu'on respecte cette date-là. Il ne faut pas que l'opposition pose des problèmes qui ne sont pas réalisables. Mais moi, je pense que ressasser les difficultés, ressasser les situations, ça ne va rien changer. Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Parce que là, on fait quoi en l'état actuel des choses? On va droit dans le mur. Il faut trouver une solution. Alors, on s'asseye et qu'on discute. On va avancer. Vous voyez que le président Gbagbo dit, nous serons dans les rues. La réponse n'a pas tardé. Le parti au pouvoir dit, nous sommes déjà dans la rue. Donc, ça prouve que chacun est prêt à l'affrontement. Même si on ne parle pas de l'affrontement armé, mais dès l'instant où deux camps adverses se croisent dans la rue, ce sont des affrontements éventuellement. Donc, pour dire quoi? Pour dire que dans tous les cas, il n'y a rien qui n'est réalisable. Dans tous les cas, il faut s'asseoir, discuter et trouver un compromis pour qu'il y ait une élection apaisée. C'est tout là notre souhait. Nous tous ici présents, on souhaite qu'en octobre, ça soit une fête et non une guerre. Il y a également le PDCI qui aussi a ses propres problèmes à lui et qui essaie de les poser à sa façon. Une marche avait été projetée pour mercredi. Finalement, un communiqué est sorti nuitamment, a dit qu'en collaboration avec la préfecture d'Abidjan, ils ont ramené cette marche à samedi. C'est votre avis? Oui, c'est mon avis. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne sais pas quel objectif le PDCI veut atteindre en faisant une marche un samedi. Parce que la CEI ne travaille pas samedi. En Côte d'Ivoire, les structures travaillent les jours ouvrés. Une marche qui est prévue pour aujourd'hui, vous ramenez à samedi après une discussion avec une autorité préfectorale d'Abidjan. Je ne sais pas à quoi cela répond, mais je pense que ça ne sert à rien de poser des actions qui n'auront pas d'impact. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Le PDCI s'est toujours montré comme un parti qui respecte les règles. Et pour faire une marche, il faut l'accord des autorités préfectorales et puis de là, il faut qu'en accord avec l'armée, on puisse encadrer la marche. Je pense que ce n'est pas cette seule marche-là qui va faire, même si on le fait un lundi ou un mardi, qui va faire que Tidiane Thiam sera inscrit sur la liste. Dans un premier temps, je pense, le PDCI est dans sa stratégie, a commencé dans toutes les villes. Elle essaie cette formation politique plutôt essaie de mobiliser ses militants, de montrer qu'il y a du monde qui refuse que Tidiane Thiam soit radié de la liste. À Abidjan également, il commence à faire une marche. Maintenant, il faut qu'il y ait une forte mobilisation pour montrer à l'opinion que c'est un parti qui a du monde. Maintenant, pour pouvoir faire reculer le gouvernement ou en tout cas le pouvoir en place, ce n'est pas une seule marche. Il faudra que tous les partis d'opposition puissent se mettre ensemble, comme l'a dit le confrère. Mais ce ne sont que pour le moment des pas pour montrer à l'autre, au pouvoir, que nous sommes là. Nous ne sommes pas contents. Nous souhaitons toujours, nous appelons au dialogue. Venez, on va échanger. Bon, d'accord. Je crois que combien de marches combien de marches Ousmane Sonko et ses camarades du PASTEF, au Sénégal ont organisé à Dakar et dans tout le Sénégal sans que Ousmane Sonko ne soit candidat? Bon, les réalités ne sont pas les mêmes. Non, je viens. Et Ousmane Sonko a organisé une panoplie de marches. On a tout vu sur les réseaux sociaux. Ça n'est allé nulle part. Donc, ce ne sont pas les marches. Moi, je dis, ce ne sont pas les marches violentes. Les marches violentes qui vont forcément faire inscrire d'un thème sur l'électoral. Quand vous parlez tout à l'heure d'une marche du PDCI un samedi, à quoi ça sert?
Mais les agents de la CEI, là, ils ne vivent pas à Paris. Ils sont habillés ici. Donc, comment dire ça, le gouvernement, je veux dire, la préfecture et le PDCI conviennent d'une marche samedi, le PDCI doit déposer un courrier à la CEI, mais la CEI peut déléguer un agent qui va réceptionner le courrier. Ça, c'est pas quelque chose à... Alors, l'objectif, s'il vous plaît, on va avancer parce que le temps court. L'objectif de la marche, c'est pour demander à la CEI de ramener le nom de Tidiane Thiam dans la liste électorale. Et liste électorale, comme vous le savez très bien au PDCI, il n'y a pas que Tidiane Thiam qui veut être candidat. Et d'ailleurs même, il n'y a pas d'unanimité au sein de cette formation politique. Et on va le voir ici dans cet élément qui nous a été proposé par notre rédaction. Il y a quelqu'un d'autre, Jean-Louis Billon, qui dit, quant à lui en tout cas, qu'il est prêt. Je demeure militant du PDCI RDA. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour le PDCI RDA. Que le parti ouvre le jeu démocratique les jours à venir. Dans tous les cas, je prends mes responsabilités. Je n'abandonnerai pas mes convictions. Je ne trahirai pas la mémoire de nos illustres présidents. Je ne me tairai pas devant la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. J'irai au combat, même en dehors des structures traditionnelles, mais toujours au nom du peuple ivoirien, pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable et plus solidaire. Dès à présent, nous entamons de grandes tournées à travers le pays. Alors, Jean-Louis Billon dit qu'il est candidat. Il dit avec ou sans le PDCI RDA. Aujourd'hui, la liste définitive est sortie. Il n'y a pas le nom de Tidiane Thiam. La direction du parti a dit qu'il n'y aura pas de plan B. Ce qu'on voit là, il n'y a même plus de plan A. Alors, est-ce que Tidiane Thiam ou Jean-Louis Billon, quel dilemme pour un PDCI qui, coûte que coûte, veut aller aux élections en 2025? Faut-il brûler Jean-Louis Billon ou croire avec lui qu'il faut un plan B? Mais Jean-Louis Billon lui-même, il sait qu'il ne peut pas compter sur le PDCI. Jean-Louis Billon lui-même, il sait qu'il ne peut pas compter sur le PDCI. N'empêche que le PDCI n'a pas de candidat pour l'instant. Non, le PDCI a un candidat, c'est Tidiane Thiam. Aujourd'hui, on dira que le PDCI n'a pas de candidat quand, après le dépôt des dossiers de candidature, quand le Conseil constitutionnel va rendre sa décision finale, c'est là qu'on saura si oui ou non le PDCI n'a pas de candidat. Sinon, pour le moment, c'est Tidiane Thiam. Et Jean-Louis Billon. Sauf que quand vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale et que cette liste est définitive, à moins que les choses sont... En politique, tout est possible. Hein. Voilà, tout est possible, mais pour l'instant, restons dans les faits. Voilà. Mais dans les faits, Tidiane Thiam, comment dire ça, Jean-Louis Billon, il sait qu'il ne peut pas connaître sur le PDCI. On a été à toutes ces activités, même l'activité dont vous venez de passer la vidéo, on y était. On a vu combien de militants du PDCI il y avait. C'était à peine 5 ou 6. Voilà, en tenue de PDCI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas de militants du PDCI qui l'accompagnent, lui. On était à son meeting du 8 février à Yopougon, au Place P1. On a vu les militants qui étaient avec lui. Le seul monsieur qui était venu se présenter, qui avait eu le courage de dire qu'il est PDCI, on a vu un monsieur inconnu au PDCI RDA. Donc, on ne peut pas dire que Tidiane Thiam compte sur, que Jean-Louis Billon compte sur le PDCI RDA ou que le PDCI RDA envisagerait de prendre Jean-Louis Billon. Surtout que Jean-Louis Billon, aujourd'hui, au PDCI RDA, il est considéré comme celui qui a osé affronter Henri Konan Bédié. On s'en souvient, on a cette image-là, je veux dire, les militants du PDCI ont cette image-là. Donc,
quand vous avez une marge comme ça d'une personne, comme le PCI là de Jean-Luc Bion, Jean-Luc Bion ne peut pas espérer porter les couleurs du PCI RDA à la présidentielle. Voilà. Alors, que Jean-Luc Bion puisse présenter les couleurs, représenter les couleurs du PDCI ou pas, est-ce que le PDCI pourra se faire l'économie d'un plan B? Non, le PDCI a dit clair et net qu'il n'y a pas de plan B. Leur seul plan, c'est Tidiane Thiam. Et Tidiane Thiam a été élu à 99,77% à la seconde convention. Tidiane Thiam a été élu à plus de, je crois, 92% lors de la première convention. 95%, lors de la 96,5%. Ils savent que les gens ont voté dans l'ensemble. 95,5%. Mais ça, on n'a pas les preuves. Bon, laissez-les continuer. Non, il faut prendre les chiffres et il faut apporter des preuves contraires. Depuis qu'il est là, on voit qu'il y a une unanimité autour de lui. Une quasi-unanimité autour de lui au PDCI. Donc, Jean-Luc Bion n'a jamais participé à une quelconque lutte depuis qu'il est là. Mais encore, ce qui fait les problèmes de Jean-Luc Bion, c'est de n'avoir pas pris position clairement face aux enjeux des élections, notamment la révision de la liste électorale, la question de la CEI. Tu es un candidat à une élection présidentielle, toi, tu dois prendre des positions sur ces faits-là. Même si tu es du PDCI ou tu ne l'es pas, il faut avoir une position. En ne le prenant pas, tu es perçu comme un candidat proche du pouvoir. Il est soupçonné d'être celui qui pistonne. Tu es perçu comme un candidat proche du pouvoir. Tu es soupçonné d'être un candidat proche du pouvoir. Et on a l'impression que ce sont les hommes du pouvoir qui te défendent plus que les hommes de l'opposition. Jean-Luc Bion ne s'est jamais affiché avec des hommes de l'opposition, ni à Laurent Gbagbo à un meeting. Donc, dans ce cas d'espèce, quand quelqu'un qui envisage prendre le pouvoir, comment y parviendra-t-il? Donc, évidemment, aujourd'hui, Jean-Luc Bion n'a pas les faveurs de pronostics au niveau du PDCI. Et tout porte à le croire que personne, en tout cas un grand nombre des personnes qui comptent, de la base, va porter son choix sur... Je repose ma question. Oui. Est-ce que le PDCI RDA aura un candidat en 2025? Mais avant que je ne lui passe la parole, pour dire qu'aujourd'hui, tel que les choses se présentent, soit il y a Tidiane Thiam, soit il n'y aura pas de candidat PDCI, soit il y aura Laurent Gbagbo PPACI, soit il n'y aura pas de candidat de PPACI, soit il y aura Soro Guillaume GPS, soit il n'y aura pas de candidat pour le mouvement politique de Guillaume Soro, soit on réintègre Blé Goudé, soit il n'y aura pas le COGEP. Ces différents mouvements et partis politiques ont clairement affiché leur position. Du tout ou rien, c'est ça? Oui, mais je pense que, comme il a dit, le PDCI a un candidat, ils ont dit qu'ils ne veulent pas de plan B. Tidiane Thiam, à part lui, Tidiane Thiam. Donc moi, concernant Bion, je pense qu'il a eu très tôt le courage de s'affirmer. Tu vois, il a compris que le jeu politique ivoirien allait se redessiner et que ça ne servait à rien de rester là dans un statu quo. Aujourd'hui, on lui donne raison. Les gens l'ont critiqué, il a trop parlé. Aujourd'hui, on assiste on constate, que les lignes ont bougé. Donc, je pense que le PDCI aura un candidat et le PDCI a un candidat qui est Tidiane Thiam. Voilà. Donc, Jean-Luc Bion, il va aller en candidat indépendant. Vous avez tantôt parlé de légitimité. Hein. Nous allons passer à notre avant-dernier élément de ce jour. Légitimité, s'il y a un parti où il n'y a pas ce problème pour l'instant, c'est au RHDP qui va en congrès dès la semaine prochaine pour certainement se choisir un candidat. La question c'est pour adouber Ouattara ou pour peut-être il y aura un miracle Kofo. Vous pensez que ce congrès-là va accoucher d'autre chose que adouber Ouattara, Alassane Ouattara, vous avez dit? D'abord, quand on regarde les conclusions, quand on écoute et qu'on suit les conclusions de tout ce qui a été pré-congrès, on a vu que vraiment de façon unanime, tous les militants du RHDP ont dit que le président Alassane Ouattara, le président, enfin il sera reconduit président et qu'il sera le candidat. Ça c'est sûr, c'est clair. Maintenant, moi je dis que je n'ai aucune inquiétude au niveau de la présidence du parti. Quant à la présidence du parti, est-ce que Ouattara va accepter? Il va l'accepter, il n'y a pas de souci. Parce qu'il voudra toujours rester dans le jeu. Mais
Là où moi j'ai des doutes, c'est au niveau de la candidature. Je pense que le président Alassane Ouattara, moi je le dis tout le matin, je pense que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un à qui la parole coûte cher. En 2000, le président Ouattara il a dit qu'il ne serait pas candidat. Il a dit clairement devant le Congrès. Le 5 mars. Et effectivement, il a désigné un dauphin à la personne de Amadou Koulibaly. Malheureusement, ce même faisant, Amadou Koulibaly est décédé. N'ayant pas préparé un plan B dans ce sens-là, il a été obligé de revenir. En tout cas, c'est l'argument qui nous a servi. Il a été obligé de revenir. Mais cette fois-ci-là... Il a un plan B? Non, cette fois-ci-là, comme le président Laurent Gbagbo le disait lui-même, Amadou Koulibaly n'est pas mort. Il n'est pas mort à nouveau. Donc moi je dis que le président Alassane Ouattara qui a continué à dire à qui veut l'entendre qu'il a une demi-douzaine de cadres présidentiels. Il a dit en 2020 et il a redit en janvier dernier qu'il a une demi-douzaine de cadres présidentiels. Là, comme il a dit tout récemment, si moi je me base sur la base je me base sur ce qu'il a dit en janvier dernier, je me dis que mais cette demi-douzaine-là est encore là. Le président Alassane Ouattara donnerait quel argument pour justifier une autre candidature? Moi, c'est cela que moi je dis que le président Alassane Ouattara, il ne serait pas candidat. Surtout que, je finis par là, surtout que sa non-candidature va permettre de baisser la tension. Parce que quand Laurent Gbagbo dit qu'on va empêcher ce quatrième mandat, mais c'est la candidature qu'il a dans ce viseur. Si le président Alassane Ouattara aujourd'hui décide de ne pas être candidat, mais quelle marche le président Laurent Gbagbo organiserait contre quel quatrième mandat? Il n'y aura plus de quatrième mandat. À partir de ce moment-là, le PDCI-RDA, moi je dis clairement, pourrait se dire, bon d'accord, comme le président Alassane Ouattara n'est pas candidat, on peut désigner un candidat pour tarander le candidat que le RDP aura désigné. À partir de ce moment-là. Et le PPAC aussi pourrait désigner un candidat pour tarander celui que le président Alassane Ouattara aura désigné. Mais si lui-même il est candidat, c'est là où le bas blesse. Aouya, la démarche ou bien le regard. Ce qu'il faut dire, c'est que Ouattara reste le maître du jeu. C'est lui seul qui décide d'aller à cette élection ou pas. Aujourd'hui, tout le monde le réclame. Et tout le monde le réclame parce qu'il est le seul chef. Et donc, le seul chef est à mesure aujourd'hui de dire « j'y vais ». Et s'il dit il s'en va, il y a des arguments, il dira que le peuple me demande. On a fait parler tout le peuple. Et donc, il dira que le peuple me demande. S'il dit n'y va pas, à ce moment-là encore, on trouvera d'autres arguments, mais dans tous les cas, il reste le maître du jeu. Mais ce qu'il faut dire, c'est que même si le président Ouattara décide de candidater, décide d'aller chercher les suffrages des populations ou pas, la tension ne baissera pas. C'est ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut dire que tant que les autres auront l'impression qu'on veut choisir pour eux des candidats, alors il y aura toujours la tension. Or, c'est ce que nous dénonçons. Nous voulons qu'il y ait une élection comme chez nos voisins, comme aujourd'hui certains pays. On va à une élection, le meilleur gagne, et puis le développement se poursuit. Donc, jeter les dés aujourd'hui pour dire que le président va travailler candidat ou pas, même au sein du RDP, il y a le doute. Parce qu'il n'a pas encore dit son mot. Mais eux tous savent aussi qu'il reste le meilleur cheval. Parce qu'à 4 mois ou 5 mois de l'élection, qui on présente aujourd'hui au RDP? Même si le président parle d'une demi-douzaine. Mais qui a le coffre nécessaire pour réunir aujourd'hui, pour rallier tout le monde? Ce n'est pas évident. Peut-être que Généreuse a la boule de cristal. Oui, mais moi je pense que le RHDP est à la croisée des chemins. Le congrès, ce deuxième congrès-là va nous dire s'ils sont encore dans l'héritage ou si encore ils cherchent à s'émanciper. Parce que vous avez vu, il y a eu beaucoup de pré-congrès ces derniers temps. Et tout le monde a demandé au président Ouattara d'être candidat. Kofo disait tout à l'heure, le président Ouattara est un homme de parole. Nous, on lui accorde le bénéfice du doute. Tant qu'il ne s'est pas prononcé le 21, le 22 juin, on ne saura pas s'il est candidat ou pas. Mais moi, je pense que la meilleure manière pour un leader d'impacter, c'est d'assurer la relève. Et cette relève se prépare. À 4 mois de l'élection présidentielle, à 4 mois de l'élection présidentielle, on ne sait toujours pas si le président Ado est candidat ou pas. Je pense que s'il avait déjà préparé un successeur, on aurait eu son nom depuis. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas.
Donc, le meilleur cheval, c'est Ado actuellement. 30 secondes. En fait, lui, il parle du 4e mandat. Mais le RADP ne parle pas du 4e mandat. Voilà. Le RADP parle du 2e mandat de la 3e République. Voilà, donc, ça n'existe pas. C'est différent. C'est différent. Confort, ça n'existe pas, ça. Il parle du 4e mandat. Le RADP ne parle pas du 4e mandat. On parle du 2e mandat de la 3e République. Eric, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas, mais il a déjà fait un premier mandat. Ça n'existe pas ou ça existe. Ça n'existe pas, mais il a déjà fait un premier mandat. 30 secondes, 30 secondes. Mon frère Awia, il parlait de est-ce que le RADP, en quelques mois là, qui est-ce qui pourrait être pris pour et qui va faire l'unanimité? Mais écoutez, Amadou Koulibaly lui-même, il n'a pas fait l'unanimité. Quand le président Alassane Ouattara l'a désigné comme candidat à l'Ivoire, Mabdou Torkus est parti du RADP. On a le ministre Amontano qui est parti. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Mais aujourd'hui, ils sont revenus. Hein. Voilà, donc personne ne peut faire de l'unanimité. Si aujourd'hui le président Alassane Ouattara dit que bon, je sois candidat et que le candidat que moi je désigne, c'est par exemple le vice-président Koné Meïlé, il y en a qui ne sont pas contents. Mais ils vont finir par se mettre derrière. Alors, on va poursuivre peut-être les débats plus tard, mais on va hélas aller vers le tout dernier virage de cette émission. Alors, on va aller en RDC où un ancien président tente certainement de revenir au pouvoir, mais par d'autres procédés. Joseph Kabila à Goma, dans les fiefs du M23, est-il devenu lui aussi rebelle? Ma question est adressée à Dekoye. Vous savez, c'est nos gouvernants qui poussent les autres citoyens, les autres hommes politiques à devenir ce qu'ils deviennent. C'est ce qu'on va peut-être vivre en Côte d'Ivoire. Laurent Désiré Kabila, non, qu'est-ce que je raconte? Joseph Kabila était dans une coalition avec Félix Tshisekedi. Oui, une coalition. Non. Si, une coalition. Si. Rompu, je crois le 19 novembre, je ne sais plus. Mais le lendemain matin. Voilà. Rompu. Et puis après, il y a eu une sorte d'oppression, d'exaction sur la vie même de Joseph Kabila, mais sur toute sa famille. Son parti politique, le PPRD, suspendu de fonctionner, ses comptes gelés. Bon, suspendu seulement il n'y a pas une semaine, c'est juste après son retour. Oui, je sais. Et tout ça, voilà. C'est après son retour. C'est après son retour. Voilà. Mais à côté de ça, sa femme Olivia Olembe Kabila qui avait une ferme, tout ça, les militaires sont allés s'installer dans cette, etc. Il a une pression particulière sur lui qui fait qu'aujourd'hui il est obligé de s'exiler à Goma. D'ailleurs, Corneille Nangaa, qui est très proche de lui, a accepté qu'il soit à côté de lui pour le protéger. Mais il se sent à l'aise là-bas parce que même... Non. Il était en Afrique du Sud. Oui, mais il allait en Afrique du Sud pour étudier. Il allait en Afrique du Sud pour étudier, pour faire son doctorat. En tant qu'ancien président, voilà, qui a géré ce pays, est-ce qu'il avait le droit de revenir dans une partie à la limite rebelle du pays? C'est dans cette partie, et c'est ça à l'aise là. Donc c'est pourquoi il est revenu là. Bon, moi, ce que je veux dire par rapport à Kabila, vous savez, quand Kabila se déplace à Goma, ce n'est pas juste pour regarder le paysage. Il va pour montrer qu'il fait partie. Et il fait partie de cette communauté-là. Et surtout, moi, je pense qu'il veut montrer à travers sa présence à Goma, il veut réactiver son influence. Il veut réactiver son influence et il veut rappeler aussi qu'il a une pièce maîtresse. Vous savez, Goma, ce n'est pas qu'un simple point. Quand vous prenez la carte, c'est un endroit stratégique. Dans la géopolitique, c'est un endroit stratégique. Donc, sa présence à Goma n'est pas fortuite. Et Kabila, vous savez qu'il a des réseaux. Il a des réseaux. Et donc, apparaître comme ça, en ce moment précis, c'est qu'il veut montrer qu'il a encore du coffre et qu'il peut rebondir. Alors, on nous annonce qu'il nous reste moins de 5 minutes, hein, mais bon, on va aller rapidement. On va négocier peut-être 5 petites minutes pour ajouter ce que je veux dire, c'est que souvent, nos hommes politiques ne sont pas cohérents. Kabila a été président de 2001 à 2019. 18 ans de pouvoir. 18 ans de pouvoir.
le M23 est venu en 2012. Donc, pendant qu'il était au pouvoir, il avait été combattu par le M23. Il était en conflit ouvert avec le Rwanda également. Aujourd'hui, après la perte du pouvoir, il devient allié du M23 et pour combattre le président Tshisekedi. Vous voyez que nos hommes politiques ne sont pas conséquents. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu peux dire, mais tu as été combattu par cette rébellion. Et cette rébellion est toujours vue comme une agression du Rwanda contre ton pays. Et tu t'allies aujourd'hui. Ce qui veut dire que toi-même, tu es prêt à tout pour déstabiliser. Nos hommes politiques ne sont pas conséquents. Je voulais terminer, mais bon. Pour dire que d'abord, Goma, comme elle a dit, c'est un archipel de 2 millions d'habitants, donc qui est grand. Mais tu viens, c'est ok, mais tu viens à quel moment et à quelle période? Au moment où le pays se bat contre une rébellion qui est soutenue de façon ouverte par le Rwanda. Donc tu viens comme un ennemi du pays. Même si tu as ton influence, même si tu es combattu par le président en exercice, mais dès l'instant où le M23 est soutenu par un autre pays, je pense que logiquement, il aurait pu se... 30 secondes et puis on va terminer. Malheureusement, vous n'aurez pas vos vœux cette fois-ci. Non, mais voilà. En tout cas, moi, quand j'ai vu qu'on est Nanga dans l'Est du Congo... Joseph ou qui était anciennement président de la commission électorale indépendante. Mais c'est un homme de Kabila. C'est un homme de Kabila. C'est lui qui a organisé les élections de 2018, qui a vu l'arrivée de Tshisekedi. Voilà. Donc, quand moi je l'ai vu là-bas, moi je me suis dit que franchement, il devait avoir connivence, quelque chose comme ça. Et mes doutes se sont confirmés. Quand moi j'ai vu Kabila là-bas, je me suis dit, mais attends, Kabila, il est là-bas en chef rebelle. Il n'est pas allé là-bas en ex-chef d'État, il est allé en chef rebelle, puisque dans ses discours, dans ses rencontres avec les chefs religieux et les chefs traditionnels, il critique le gouvernement de Kinshasa. C'est un acte de rébellion, clairement. Donc c'est un président qui a décidé de revenir par la mauvaise porte, et c'est ce que moi je note. Alors, mesdames et messieurs, malheureusement, je serai le seul à émettre des vœux. Chacun devait avoir un temps pour le faire, mais mon vœu est que nous puissions, chacun d'entre nous, retourner à la maison tranquillement et en paix, et que la Côte d'Ivoire connaisse une année électorale paisible, pacifique et aimée de tous. Et puis bon, week-end politique pour ce soir, mesdames et messieurs. Je voudrais profiter pour saluer mes parents de Nyakouboué, c'est dans le carton Parekoala. Ils entendront très certainement. Alors, Kofo également, peut-être Grand Laou. C'est ça. D'accord. Mesdames et messieurs, week-end politique, c'est fini pour ce soir. Je rappelle que nous étions en compagnie de Aouya Kwaku, journaliste, de Jean-Hubert Kofo, chef de service politique à l'intelligence d'Abidjan, Généraux d'Akwadio, une grosse surprise pour nous et j'aimerais vous revoir dès la semaine prochaine. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu pour notre part, c'est dire félicitations à vous tous et merci à notre téléspectateur qui commence à s'habituer à ce rendez-vous et nous avons pris du plaisir à vous entretenir pendant 52 minutes. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour un autre numéro de week-end politique. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Business 24 Africa.